très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'Université de Chicago à Paris pour une conférence qui est co-organisée avec le laboratoire pour le changement social et politique de l'Université de Paris 7 et l'école doctorale 624 qui nous a permis d'avoir la présence de Madame Descaries, qui est sociologue, qui est professeure de sociologie à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM, qui est une figure de proue, comme vous le savez, des études féministes au Québec et qui a très fortement et puissamment contribué à institutionnaliser l'étude des femmes et du féminisme dans le milieu universitaire québécois. Alors, son parcours académique a commencé au Cégep Édouard-Montpetit, s'est poursuivi à l'Université de Montréal, où elle a déposé un mémoire sur la division sexuelle en milieu scolaire et professionnel, puis une thèse de doctorat en sociologie de la science en 85. Cette même année, 85, elle devient professeure régulière à l'UQAM et depuis 2011, elle est directrice scientifique du RECEF, le réseau québécois en études féministes, qui est un donc très important réseau au Québec, qui rassemble combien? 70? Non, beaucoup plus. 95 maintenant. 95. Je pense que la prochaine campagne sans une professeure et professeur, parce qu'il y en a deux. Donc voilà, c'est une grosse machine, en d'autres termes. Ouais. Donc, Francine Descaries est aussi l'auteur dans le début des années 80 d'un des premiers ouvrages québécois sur la reproduction sociale des sexes, qui s'appelait L'école rose et l'école rose. Ses travaux portent sur les théories féministes, l'évolution du discours et des pratiques du mouvement des femmes québécois, les questions de la famille, du travail des femmes, la reproduction de la division sociale des sexes. Elle a contribué à monter le premier cours sur la condition des femmes dans une université québécoise francophone à l'Université de Montréal en 78. J'avais alors 10 ans. Tu as œuvré depuis toujours en faveur de la légitimité scientifique et d'une plus grande présence de la recherche féministe dans le milieu universitaire. Et tu as contribué à la tenue de plusieurs événements très importants, mais notamment l'Université des féministes d'été à l'Université de Laval en 2004, où tu disais que les études féministes restaient quand même dans une position institutionnelle précaire. Tu as également d'ailleurs, alors là je sors un peu de la notice, mais tu as aussi très puissamment contribué à organiser le CIRF, le 7e, combien c'était? Le 8e? Le 7e est à Paris. Voilà, donc le 7e congrès international des études et recherches en études féministes francophones, donc il y a un gros événement. Et donc, en effet, c'était l'avant-dernier. Le dernier était à Paris, mais j'ai moi-même contribué, mais beaucoup plus modestement, à organiser le dernier qui était à Paris, à Nanterre. Et tu vas essayer d'œuvrer pour qu'il y ait une continuité, puisque ce sont des rencontres qui, normalement, ont lieu une fois dans un pays du Nord, une fois dans un pays du Sud, francophone. Et donc, ça devait être Haïti, mais la situation en Haïti n'a pas permis jusqu'à maintenant que cela se fasse. Et puis aussi, je pense que pas pour la petite histoire, pour la grande histoire, mais je pense que c'est important de dire que tu as été la garante de l'habilitation à diriger des recherches de Christine Delphi. Ouais. Donc, c'est grâce à toi que des recherches ont pu être menées, des recherches de thèse sous la houlette de Christine, et c'est quand même quelque chose de très important. Et tu es tout à fait influencé par et complice intellectuel du féminisme matérialiste francophone, et plus précisément même français, et notamment Delphi, Guillaumin, Mathieu, que tu as connu, que tu as invité, Chéri, voilà, au Québec. Et d'autres, mais que je ne vais pas toutes mentionner. Voilà, donc on te remercie énormément d'être là. On se réjouit que tu aies pu être hier à la soutenance de thèse Anitra Andrea Mandroso sur les masculinistes en France et en Espagne. Et maintenant, tu vas donc pas nous parler des masculinistes comme je t'avais d'abord sollicité à ce sujet, mais de manière beaucoup plus large. Tu vas nous présenter un petit peu, et c'est vraiment pertinent aussi, puisque tu y as complètement contribué, et tu as été témoin de tout, du mouvement des femmes et du mouvement féministe au Québec, et aussi de l'institutionnalisation des recherches à ce sujet. Merci beaucoup à toi. Merci pour cette présentation, là, vraiment.
Euh, on est presque en famille, alors c'était pas nécessaire dans le même temps, mais c'est très gentil de ta part, je te remercie. Je vous remercie d'avoir accepté de changer de place, mais c'est moins fatigant pour le regard que d'avoir à balayer la salle. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de la pensée féministe québécoise, comment elle s'est formée et comment elle s'est transformée au cours des années, puisque dans le fond, la pensée féministe québécoise, elle se déploie à travers de multiples formes, à travers de multiples courants de pensée, et elle se déploie aussi à travers de multiples pratiques. Parce que au Québec, la pensée féministe et action pratique communautaire, pratique avec les groupes de femmes, c'est largement indissociable. Donc, pour parler de pensée féministe, et j'insisterai là-dessus vers la fin de mon exposé, le mouvement des femmes, très souvent, met de l'avant des interrogations qui poussent la pensée féministe québécoise à évoluer. Donc, c'est vraiment dans une interaction, si vous voulez, mouvement des femmes et universitaire que se déploie au Québec la pensée féministe. Donc, elle est très diverse parce qu'elle appartient à toutes sortes de milieux d'émergence. Elle appartient surtout à énormément de filiations théoriques. Il n'y a pas une logique, il n'y a pas une pratique univoque. C'est véritablement tous les courants d'idées circulent, si vous voulez. Mais comme je le mentionnais, comme elle est très près de la pensée des groupes des femmes, la pensée féministe va aussi évoluer, on va le voir, en fonction des enjeux stratégiques qui sont repérés dans la société québécoise. Et donc, par le fait même, elle va se transformer selon les groupes sociaux qui la portent, cette pensée féministe-là, mais aussi en fonction de l'historicité de la société québécoise. Alors, si vous voulez, je vais organiser mon exposé à partir de phases de développement, simplement pour effectivement essayer de vous relater l'évolution de cette pensée à travers ces différentes phases, mais aussi de façon à bien, si vous voulez, identifier des tendances fortes, parce que ce qui est important quand on analyse quelque chose à travers des phases, c'est de ne pas croire que la phase commence au moment où on dit qu'elle commence, de penser que la phase se termine au moment où elle se termine. Mais j'étudie le féminisme québécois à partir d'une logique de phase, simplement pour dire que dans cette période-là, c'est la tendance forte. Mais toutes les tendances traversent chacune des phases. Même, j'oserais même dire que le maternalisme du 19e siècle est encore présent dans la pensée féministe québécoise. Donc, ce serait assez difficile, disons, de penser que les phases arrêtent parce que j'ai décidé de déterminer une date de leur début. Alors, dans ce sens-là, si vous voulez, ça permet donc de trouver les idées fortes, mais ça permet aussi de faire le lien avec l'histoire du Québec. Et pour moi, ce qui est important plus, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup défendu dans les années 2000, au moment où on parlait d'une troisième phase, le féminisme ne s'est pas, à mon avis, selon mes hypothèses, développé avec des ruptures, mais dans des continuités et des mutations. Mais à mon avis, le féminisme québécois ne s'est pas développé dans une rupture. Je n'irai pas, si vous voulez, aussi loin que le 19e siècle, parce qu'effectivement, on serait encore ici à 8 heures et je sais qu'il faut libérer la salle, mais j'ai quand même, si vous voulez bien, identifié ici trois grands courants, trois grandes périodes, soit ce qui s'appellerait davantage au Québec le féminisme chrétien, mais qu'on reconnaît plus largement comme féminisme maternaliste, c'est-à-dire la défense des droits des mères est la première raison pour laquelle des femmes vont se manifester. À mon avis, il n'y a pas de féminisme, mais il y a quelques féministes dans cette période et donc qui vont surtout réclamer des droits pour les femmes les moins nanties, et ça vient justement des femmes de la bourgeoisie francophone et anglophone. De 1910 à 1940, un peu comme en France, d'ailleurs vous allez voir, il y a beaucoup de parallèles. De 1910 à 1940, c'est le féminisme des droits égaux, c'est-à-dire qu'on se bat pour obtenir des droits, pour obtenir le droit de vote. On l'obtient en 40, comparativement aux Françaises qui l'obtiennent en 45, mais c'est pas un grand gain, hein, parce que les Canadiennes anglaises avaient déjà eu le droit de vote à partir de 1917. Et donc, le Québec était un bastion très conservateur et il y a eu vraiment on a eu vraiment des vraies suffragettes au Québec parce que
on a tardé pendant près de 30 ans à joindre nos consoeurs anglophones. Et dans le fond, de 1940 à 1965, si vous voulez, période où moi je vais commencer mon exposé, ben, on peut parler d'un féminisme organisationnel, c'est-à-dire que j'identifie cette période-là à une période des première femme ingénieure, première femme médecin, première femme qui va conduire un autobus ou autre chose de cet ordre. Mais donc, il n'y a pas de mouvement à cette époque-là, mais il y a, si vous voulez, des actions, des pratiques. Mais à partir des années 60, comme partout ailleurs, on peut dire qu'il y a une pensée féministe qui éclot. Et pour moi, ça me permet, si vous voulez, sans inquiétude ou sans avoir peur tout à fait d'être contredit, de parler de l'émergence d'un mouvement féministe. D'après moi, avant cette période-là, il y a eu des mouvements de femmes, mais il n'y avait pas comme tel de mouvement féministe parce qu'il n'y avait pas comme tel reconnaissance de l'inégalité. Et donc, dans ce sens-là, pour moi, les premières phases de développement du féminisme contemporain au Québec émergent dans les années 60 avec une phase qu'on a appelée prise de conscience. Et si on regarde du côté des États-Unis, vous allez voir exactement à peu près, j'ai même emprunté à une auteure cette notion de période de prise de conscience, parce qu'effectivement, il y a émergence. La seconde phase, je vais l'appeler, si vous voulez, la période d'accumulation de connaissances et formulations théoriques. La troisième phase, je vais parler d'une phase d'action et de spécialisation, donc le féminisme en acte. J'avais parlé d'une quatrième phase qui va être une phase beaucoup plus complexe et qui est probablement celle dans laquelle, oh mon Dieu, le changement d'ordinateur a fait balader les lettres. C'est un changement, c'est une phase dans laquelle on est encore très intégré, mais qui va s'accompagner, je crois, d'une cinquième phase que j'ai appelée le féminisme 2.0, dans lequel, effectivement, on va remettre encore en question certaines notions, certains principes de la quatrième phase. Alors, disons que ce qui est important pour comprendre le féminisme québécois et la pensée féministe québécoise, c'est de penser que cette pensée-là s'est développée à l'intersection d'un créneau d'une triple influence. Et ça, je pense que c'est très important de concevoir qu'on a subi une influence canado-anglaise et l'influence américaine-états-unienne, parce qu'eux, ils s'appellent l'Amérique, mais ils sont les États-Unis, et une influence française. Et donc, ça nous a donné une pensée féministe assez hybride qui n'a pas nécessairement sa contrepartie ailleurs, où effectivement, comme je le mentionnais tout à l'heure, action pratique et vie intellectuelle sont beaucoup plus entremêlées que dans d'autres sociétés, si vous voulez. Alors, je dirais que de l'école américaine, non, c'est-à-dire de l'école Canada-anglaise et de l'école américaine aussi, on a appris une approche empirique, c'est-à-dire que les Américains ont appris à regarder sur le terrain. Hein, c'est le positivisme beaucoup influencé cette démarche-là, mais on a vu à quel point il était important d'avoir une approche empirique et d'intervention sur le terrain. Des Anglo-Canadiens qui sont, comme vous le savez, de filiation directe avec la Grande-Bretagne, ben, on a appris l'introduction de la dimension politique, c'est-à-dire, je vous dirais, on a appris le lobbying, on a appris la force politique de la mise en commun de l'action collective. Les anglo-anglaises, les anglo-canadiennes, excusez-moi, avaient beaucoup plus cette expérience-là que nous, qui étions encore en 60, faut le dire, pas très politisés comme société et pas très au fait, si vous voulez, de ce que s'appelait une lutte sociale. Mais en fait, je ne fais pas l'histoire ni la critique du Québec à ce moment-ci. En fait, des Français, je vous dirais qu'on a appris l'importance de la réflexion critique, l'importance à accorder pour comprendre quelque chose à la théorie et aux approches conceptuelles. Et donc, dans une certaine mesure, c'était vraiment, on a appris l'importance de conceptualiser des problèmes pour mieux les comprendre. Et donc, si vous voulez, ces trois influences-là ont fait en sorte que la pensée féministe québécoise s'est développée
à partir de ce triple créneau. Personnellement, si je veux faire un petit peu d'histoire intime, j'aurais voulu beaucoup dire que je suis venue au féminisme dans mon enfance en ayant lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Mais c'était à l'index au Québec et Couventine, je ne pouvais pas donc le lire. Et donc, c'est au début des années 60 que j'ai lu Betty Friedan, comme tout le monde, dans sa traduction francophone par ailleurs, que vous, comme vous le savez, a beaucoup paraphrasé, pour ne pas dire le vilain mot plagié, Simone de Beauvoir, mais sans mettre aucune référence à Simone de Beauvoir. Et donc, mais c'est à travers Betty Friedan que j'ai compris l'insatisfaction des ménagères et donc les inégalités qui touchaient, selon elle, les femmes de bonne société. Alors, disons que pour moi, donc, c'est à travers le contact avec les Américaines, Kate Millett, Shulamit Firestone dessous, que nous en sommes davantage venus aux féministes qu'à travers les Françaises au tout début. Donc, comme partout ailleurs, je pense que la première ligne de démarcation, si vous voulez, qui nous permet d'identifier les différentes tendances sur lesquelles je vais revenir par la suite, ben, je pense que c'est au niveau de la conception que l'on porte des inégalités. Comment se définit l'inégalité dans une tendance, dans un courant de pensée donné? Et d'après moi, si vous voulez, on pourrait faire une typologie des différents courants de pensée en pensant que pour les uns, c'est la différenciation homme-femme. Pour les autres, c'est la discrimination. Pour les autres, c'est l'oppression. Je suis sûre que vous êtes capable de reclasser des auteurs ou des moments par ça. Pour d'autres, c'est l'exploitation. Pour d'autres, c'est l'imbrication. Pour d'autres, c'est l'hétéronormativité. Et donc, pour chacun de ces groupes, si vous voulez, pour encore d'autres, c'est la déconstruction de genre. Alors, dépendant de comment on se situe par rapport à l'explication première pour comprendre les inégalités, ben, on est capable, si vous voulez, de faire une analyse des différentes tendances. Mais je vais quand même retourner, moi, aux phases de développement et donc vous dire que la première phase de développement que j'identifie, je l'identifie entre 1960 et 1975. Donc, c'est la lutte pour l'abrogation des lois et des pratiques discriminatoires à l'égard des femmes. Je vous ai mis ici une photo parce que je voulais quand même vous faire sourire un peu. Hein. On est à 5 heures vendredi après-midi, là, quand même. Alors, si vous pouvez lire, ça, c'est Mme Casgrain, la première femme à rentrer à l'Assemblée nationale en 1964. Et la grande question qui était posée dans les journaux, c'était de savoir si Mme Casgrain allait porter un chapeau en chambre. Alors, vous voyez qu'on est encore à une époque où, effectivement, il y a une construction là, de la pensée de l'égalité qui émerge, mais qui est vraiment à son tout début. Donc, il y a une prise de questionnement, il y a une prise de conscience, il y a un questionnement sur les rôles de sexe. Et je dirais que vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais c'est vraiment la période où tout était traité en termes de conditions féminines. Et il y a vraiment une grande distinction à parler de conditions féminines, hein, vous le savez toutes. Alors, dans le fond, la notion, l'intérêt, ou je dirais que la pensée, c'était vraiment à savoir comment on pouvait libérer les femmes, comment on pouvait les aider. On est encore dans cette idée, on n'est pas encore vraiment dans un projet de libération, mais davantage dans un projet comment améliorer la situation des femmes. Et donc, l'enjeu principal à ce moment-là devient l'accessibilité aux ressources sociales et, si vous voulez, c'est vraiment le premier objectif. Souvent, quand je veux résumer cette période-là, je dis simplement, c'est la période où on se préoccupe de l'accès. Accès à l'éducation, d'ailleurs, l'école rose et l'école rose sont dans cette ligne-là, accès au marché du travail, etc. Tout ça. Donc, l'accessibilité est perçue comme le premier enjeu. Et donc, il n'y a pas encore une pensée féministe théorisée, si vous voulez. C'est une pensée féministe pensée dans l'action et tout est orienté vraiment sur l'action. Changer la situation des femmes. Et dans ce sens-là, je dirais que ce féminisme-là, il est encore tout à fait là. C'est le féminisme qui est le visage officiel de tous les grands organismes. C'est le féminisme qui est chez nous le visage officiel du Conseil du statut de la femme, etc., etc. C'est encore pensé dans une logique d'accès aux ressources. Et donc, dans une certaine mesure,
je dirais que c'est le féminisme qui est le plus facile à accepter de la part de l'essentiel des gens qui sont concernés. Donc, pour moi, ce féminisme-là, ben, ça repose sur une confiance certaine ou une certaine confiance dans les capacités de réforme du système. Ce n'est pas un féministe qui met en cause le système, c'est un féministe qui pense qu'il peut être changé. Au Québec, c'est la période en 1970 où il va y avoir un grand événement. Il va y avoir une grande enquête nationale sur la situation des femmes au Canada. Et donc, je dirais que cette enquête-là, à travers le Canada, va avoir un impact considérable parce que c'est la première fois qu'on va inscrire les femmes dans un questionnement étatique. C'est la première fois qu'on va penser les femmes, si vous voulez, et qu'on va penser aux femmes comme ayant une historicité propre. On va, par exemple, demander à ma collègue Micheline Dumont de faire une histoire des femmes. On va demander à une autre collègue de faire l'histoire des femmes dans le syndicat. Donc, tout d'un coup, on prend conscience à travers cette commission-là qu'il y a une histoire des femmes à écrire, mais aussi une histoire des femmes davantage à comprendre. Donc, la commission Byrd va avoir un impact considérable chez nous au Québec, notamment parce qu'elle va mettre en lumière le fait à quel point notre société a une vision tronquée de la réalité et à quel point, dans une certaine mesure, femmes et hommes ne sont pas considérés de la même façon. Et donc, c'est un moment, c'est une réflexion où on va s'apercevoir effectivement qu'il y a d'énormes inégalités. C'est l'époque où moi, j'ai préparé l'école rose et l'école brun, l'école rose et l'école rose, et on était à ce moment-là à 40% d'écart salarial, notamment entre les hommes et les femmes. Alors, on va s'apercevoir effectivement qu'il y a des correctifs à voir. Et donc aussi, ce que ça va faire aussi, ça va montrer que il y a des situations qui ont été considérées comme des droits, et pour moi, ça va être un des motifs tout au long de ma carrière, d'ailleurs, de parler de ça, des situations qui sont considérées comme des droits, mais qui en fait sont des privilèges, mais des privilèges dont on n'a pas conscience. Et en ce sens-là, c'est une période qui va être très importante parce que, vous le voyez bien à travers cette étude-là, on va poser, et là, pour moi, pour des universitaires, c'est plus parlant que pour d'autres, on va ici poser la variable sexe comme une variable de catégorisation. Vous allez voir, il y a une distinction à faire, mais c'est les premières études en France, comme ici, sur André Michel, notamment, où sont les femmes, la participation des femmes aux syndicats. On est beaucoup dans, disons, pour la première fois, on prend conscience de la différenciation. Et donc, pour moi, c'est la variable sexe entre en scène, mais uniquement comme variable de catégorisation. Et d'une certaine mesure aussi, c'est donc une période où, si vous voulez, on va chercher des mesures d'accommodement, des mesures d'adaptation. La deuxième phrase, elle va s'inscrire dans une mouvance beaucoup plus dynamique, hein, à partir des années 70. On vient d'avoir mai 69, etc. Donc, ça s'inscrit dans une mouvance politique et ça porte un changement de paradigme important et ça va être la période où on va instaurer une épistémologie féministe. Donc, c'est une période qui, si vous voulez, on peut appeler que c'est la période du féminisme radical. Et si on se souvient de la proposition de Kate Millett, ben, dire que c'est un féministe radical, je ne pense pas que je vous surprends en vous disant que ça veut simplement dire remonter aux origines de l'oppression. Et dans le fond, un féministe radical, c'est un féministe tout simplement qui veut agir sur les causes de cette oppression. Mais je ne m'attarde pas là-dessus, puisque dans le fond, je vais dire de cette période que c'est un féministe radical, et si on veut en voir sa prolongation, c'est le féminisme matérialiste qui va s'instaurer davantage au Québec, par exemple, que le féminisme que moi j'ai appelé de la féminité, mais qui va être le féminisme de la différence ou un féminisme plus radical. Alors, au Québec, si vous voulez, c'est pour ça que c'est une rupture paradigmatique des plus importantes, puisque le patriarcat va être conceptualisé en tant que système social. C'est-à-dire que pour la première fois,
Et il faut le faire dans un Québec catholique et très conservateur. Pour la première fois, des femmes à l'Université du Québec, entre autres à Montréal, vont dire que les hommes détiennent des pouvoirs illégitimes, que les hommes détiennent des pouvoirs arbitraires et donc vont contester le féminisme égalitariste qui a quand même bonne presse, en ce qu'il néglige, si vous voulez, les dimensions systémiques du patriarcat. Donc, c'est aussi l'époque où nos syndicats vont être très près de l'idéologie marxiste, etc. Donc, il y a vraiment un mélange. Et là, c'est vraiment l'émergence d'une pensée. Cette période-là ne sera pas une période d'action, ça va être une période de pensée, une période où effectivement, on va rejeter toute approche différentialiste, on va rejeter tout ce qui se situe en termes d'idées de complémentarité et autres. Et donc, on va vraiment adhérer à ce que Guillaumin va appeler un peu plus tard la naturalisation du féminin. On va vraiment partager, si vous voulez, ces concepts qui vont nous arriver vers les années 78, 79, au moment de la sortie Nouvelle question féministe, qui va avoir, non, question féministe, excusez-moi, qui va avoir un impact considérable sur le développement de la pensée féministe dans nos universités. Je nomme à ce moment-là 2 universités, 3, Concordia dans l'anglaise, l'Université Laval à Québec et l'Université du Québec à Montréal. Ça va prendre encore 2, 3 décennies avant que les grandes universités, si vous voulez, introduisent autant les études féministes que l'ont fait Laval ou Montréal, l'UQAM à Montréal. Donc, disons que ça va devenir très clair que la nature ne pouvait pas servir d'explication à l'infériorité des femmes et ça va être très clair qu'on va commencer à penser les rapports entre les hommes et les femmes en termes de rapport d'oppression, en termes de rapport en tension et ça se continue jusqu'à maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui est disparu, mais c'est quelque chose qui va être moins présent dans la période suivante. Et donc, comme vous le savez, ce courant pose la division sexuelle comme source de l'oppression des femmes et en fait, ça identifie aussi les femmes comme classe politique, c'est-à-dire comme groupe en opposition. Alors, disons que probablement de là est née la notion de lutte des sexes, mais bon, disons qu'il n'en demeure pas moins que ce courant-là en est un d'une problématique politique radicale de changement. Et j'aime toujours évoquer ici une pensée de mon amie Christine Delphi qui disait ce qui se construit se déconstruit. Et donc, la pensée radicale, c'est un peu appuyé sur cette idée il y a possibilité de renverser ce système-là. Alors, disons que je vous ai dit tout à l'heure que la pensée égalitariste avait introduit la pensée sexe comme catégorie. Mais la pensée radicale va introduire la catégorie sexe comme variable critique. Et pour moi, ça, c'est une immense différence et ça va nous amener vraiment ailleurs, puisque ça va nous permettre de comprendre justement le caractère construit des rapports de sexe et avec Don Richard et autres, comment comprendre aussi le caractère de leur transversalité. On ne parle pas encore d'intrigation, on ne parle pas encore de consubstantialité, mais on va parler de transversalité à cette époque-là. Et donc, si vous voulez, ce qui va être très présent aussi, et j'emploie ici la formule de mes collègues, Daniel Juteau, les études féministes en France, mais aussi au Québec, très fortement vont démontrer le caractère androcentrique de toutes les sciences. Donc, une vision partiale et partielle, disait Daniel. Et donc, on va s'apercevoir effectivement que tout est construit d'un point de vue masculin, mais d'un point de vue masculin qui s'ignore. Alors, parce qu'il se qualifie comme universel. Donc, d'une certaine manière, c'est vraiment une période de grand chambardement idéologique. Et puisqu'on va déconstruire la pensée masculine, on va s'apercevoir aussi de l'interrelation très, très dynamique qu'il y a entre savoir et pouvoir. Et donc, ça va être le moment où on va revendiquer la place des femmes dans les universités et autres. Et bon, et comme vous le savez, on va aussi dans cette logique-là. C'est une logique de contestation. On va tenter. Et moi, je pense que c'est quand même un des grands succès du féminisme à travers la francophonie occidentale, dois-je dire, de dissocier l'identité maternelle de l'identité féminine. Ça, je pense que c'est une avancée très grande du mouvement des femmes. Et ça va causer plus de problèmes que d'autres choses, mais dénoncer
penser l'amour, le mariage, la famille, la prostitution comme des lieux d'oppression. Mais, faut-il le reconnaître, ça va offrir un large vocabulaire à l'analyse féministe, hein, patriarcat, rapport de sexe, rapport de pouvoir, division sexuelle du travail, appropriation, sexage, classe de femmes. Ce sont tous des mots qui nous parviennent effectivement de questions féministes à toutes fins pratiques, mais qui ne faisaient absolument pas partie du vocabulaire de qui que ce soit avant les années 80. Et donc, c'est très, très important parce que ça a eu une empreinte très, très forte au Québec. Alors, dans le fond, dans ce féminisme radical-là, il y a eu plusieurs tendances qui ont coexisté dans une certaine mesure, mais qui ont eu quelques dissensions assez fortes quelquefois, selon effectivement que l'appropriation, et là je ne parle plus des inégalités, mais que selon que l'appropriation est associée au corps, était associée à la maternité, était associée à la sexualité, était associée à la force de travail, à l'addition sexuelle du travail ou à la contrainte à l'hétérosexualité. Je pense que dans le courant radical, toutes ces tendances-là se sont développées, chacune d'un peu, quelquefois en opposition aux autres, mais toujours avec cette même convergence sur l'idée qu'il y avait un rapport de pouvoir, que c'était un rapport d'intention qui créait une oppression à l'égard des femmes. L'opposition au radicalisme au Québec va être assez forte. Je veux dire, ça va être assez courant dans les salles de classe, entre autres, d'entendre dire « je suis féministe, mais ». Et le « mais », c'est toujours pour ne pas dire radical. Et donc, au fur et à mesure des années 80 vont arriver, ce « mais » va apparaître de plus en plus. Pourquoi? Parce que, dans une certaine mesure, probablement que les avancées des femmes dans la société québécoise n'étaient pas encore assez fortes à ce moment-là, assez grandes, pour qu'on accepte de voir les rapports de sexe comme des rapports en tension. Puisque, dans une certaine mesure, on avait quand même assez fortement toute l'idéologie encore de la complémentarité, de l'égalité dans la complémentarité. Et il faut bien dire, si vous regardez les textes de l'époque, l'accent est toujours mis sur l'oppression. Et l'accent est toujours mis sur ce que Kate Millett a appelé l'hétérosexualité pervertie. Alors, dans le fond, les femmes, la plupart, avaient l'impression que ça ne posait pas la question des besoins des femmes, puisque, dans le fond, elles ne sont pas toutes violentées, elles ne sont pas toutes sujets incestueux, etc. Et donc, dans une certaine mesure, elles ne se sentaient pas prises en compte par ce genre de féministes-là. Et aussi, se posait l'éternelle question, qui n'est pas encore résolue d'ailleurs, c'est est-ce que, dans une certaine mesure, on travaille en fonction des différences ou on travaille en fonction des similitudes et de l'altérité? Alors, est-ce qu'on travaille similitude ou altérité? C'est une question, je pense, qui est encore en suspens aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que dans le même courant de pensée, au Québec, ça a été très fort parce qu'on a eu des littéraires qui ont été très présentes, Madeleine Gagnon notamment et autres. Donc, il y a eu une opposition assez vive à la représentation des femmes et à la conception de la maternité qui était véhiculée par les féministes radicales. Alors, il y a eu un courant de pensée que j'ai appelé, moi, le féminisme de la féminité, parce que, avec l'association de mots femelle, mais dans le fond, c'est un féminisme différentialiste, si vous voulez, puisque c'était la volonté de faire sens du féminin, de la maternité, comme voie d'émancipation, identité. C'était vraiment la maternité pouvoir, les mots des femmes comme des mots de pouvoir. C'est la période de l'écriture au féminin. Je ne sais pas si vous avez traversé cette période-là, mais c'est la période de l'écriture au féminin. Et donc, ça s'appuie beaucoup sur les travaux que les Américaines ont dénommé à tort le French feminism, c'est-à-dire c'est l'écriture, c'est tout concentré sur le discours et c'est tout concentré sur une pensée de la différence sexuelle et de l'identité. Donc, c'est en quelque part un retour sur un féminin maternel sexuel comme base de l'identité du pouvoir, mais c'est demeuré assez largement, si vous voulez, dans le monde littéraire ou artistique, et c'est la valorisation du savoir, des valeurs et de la parole des femmes. Donc, on pourrait dire, pour résumer, l'égalité dans la différence. La troisième période au Québec, c'est une conjoncture 1985 à 2000. Vous voyez, on va arriver avec la Marche mondiale des femmes.
C'est une conjoncture sociopolitique qui favorise beaucoup un retour sur l'individu, sur le privé, sur l'identitaire. C'est c'est une période qui va miser sur l'agentivité des femmes. C'est vraiment une période où le gouvernement, d'ailleurs, qui est en récession, qui a des problèmes économiques, va largement subventionner les groupes de femmes parce que les services que donnent les groupes de femmes coûtent moins cher que les services étatiques. Donc, le gouvernement va beaucoup se tourner vers les groupes de femmes pendant cette période-là. Mon ami Diane Lamoureux appelle cette période-là le féminisme d'intervention. Moi, je l'appelle le féminisme en acte et je vais vous expliquer pourquoi. Dans la mesure où effectivement, c'est effectivement un féminisme d'intervention, donc de l'intervention quotidienne auprès des femmes et de l'intervention toujours orientée vers les besoins quotidiens des femmes. Mais ça va avoir un effet extraordinaire parce qu'au Québec, il va y avoir plus que 1000 groupes de femmes pour une population de 8 millions, là, non pas, il va y avoir 1000 groupes de femmes qui vont se développer, qui vont recevoir des subventions du gouvernement. Et donc, ça va permettre une base, ça va construire une base de groupes de femmes très actives et donc d'une militance plus concrète parce qu'effectivement, lorsque les femmes en viennent à prendre conscience de leurs besoins, elles en viennent aussi à revendiquer, elles en viennent aussi, si vous voulez, à avoir une dynamique de demande, de revendication. Donc, dans ces années-là, c'est une militance très concrète. On ne peut plus tellement parler de patriarcat. Moi, on m'appelait Madame Patriarcat à l'époque. On ne peut plus vraiment parler de patriarcat parce que c'est plus nécessaire. Hein? Il y a supposément qu'il y a des actions concrètes qui sont posées, qui vont amener des résultats et tout ça. Et donc, par contre, ça va amener un paysage féministe très, très morcelé parce que, d'une certaine mesure, il va être réparti sur l'ensemble du territoire et largement, quand je vous disais le lien avec l'action, largement influencé par les revendications et les pratiques des groupes de femmes. Il n'y a pas nécessairement une théorisation des besoins. Les besoins, ils sont là, ils sont concrets, il faut y subvenir et dans une certaine mesure, ça va développer. Et pour moi, c'est une période finalement que je regarde très positivement avec le recul parce que c'est une période qui va être une période d'apprentissage politique pour les femmes. Les femmes, finalement, vont se construire des réseaux, vont se construire une base d'entraide très solide. Et je vous dirais que ça va avoir, dans une certaine mesure, un impact très fort sur la possibilité pour les femmes au Québec de se penser, d'acquérir les prédispositions pour se penser égales. Parce que il y a une large déconstruction à faire dans un système qui a été très, très conservateur pour qu'on arrive à se penser égal. Mais effectivement, c'est aussi une période qui va annoncer la période suivante parce qu'il va y avoir énormément de clivages qui vont apparaître entre les femmes selon l'âge, l'origine ethnoculturelle, l'orientation sexuelle, le statut professionnel. Je dirais que les avancées égalitaristes que font le féminisme vont commencer à se percevoir davantage et donc on va commencer à beaucoup plus parler de clivage entre femmes, si vous voulez, qu'il en était question auparavant quand on luttait tous sur la même ligne pour avoir l'accès à la contraception, pour avoir l'accès à l'avortement et tout ça. Alors, c'est une période qui va être en est une d'effervescence dans une certaine mesure. Et donc, à partir de ce moment-là, plus il y a fragmentation, plus il y a apparition de clivage, ce qui est de l'ordre théorique va revêtir à partir de là un aspect beaucoup plus fragmenté et plus spécialisé. Dans le fond, moi, je me qualifie comme une généraliste du féministe, mais mes étudiantes, à partir des années 90, vont devenir des spécialistes de l'immigration des femmes, vont devenir spécialistes de la violence faite aux femmes, vont devenir spécialistes. Alors, il va y avoir vraiment une fragmentation de la pensée féministe qui va se diversifier et, dans une certaine mesure, qui va aussi donner lieu à de nouveaux modes de réflexion. Entre autres, toutes les questions reliées à l'identité culturelle, l'identité sexuelle, le choix de genre va s'inviter progressivement, très lentement à partir des années 2000, mais va s'inviter dans cette période-là, de même que la recherche-action. Dans nos universités, ça va, contrairement à ailleurs, ça va être pas seulement valorisé, c'est-à-dire
qu'on va nous encourager à faire de la recherche avec les groupes de femmes. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un véritable fléchissement des perspectives d'analyse formulées en termes de rapport de pouvoir, mais d'une certaine mesure, en contrepartie, on prend mieux en compte les clivages qui départagent plus qu'auparavant les femmes. Et on va avoir de façon très intéressante, à l'interne comme à l'externe, un questionnement sur l'injustice épistémique. Et ça va être la période des grands ralliements. Et je vous ai dit que d'après moi, c'est une période qu'il faut regarder assez positivement. Je vous dirais que c'est à cause de cet foisonnement de groupes de femmes que le Québec, avec sa petite population, a pu être à l'initiative de la Marche mondiale des femmes de l'an 2000, effectivement, parce qu'on a pu compter sur des groupes de femmes un peu partout dans le pays, dans le Québec, excusez-moi, le lapsus, le pays. Et donc, dans une certaine mesure, je pense que cette période-là a été très importante. Évidemment, elle préparait ce que j'appelle le féminisme d'aujourd'hui, dont je ne pourrais pas parler très longuement parce que le temps aussi va nous être compté. Mais disons que, pour le dire brièvement, j'ai établi comme 3 courants concurrentiels dans une certaine mesure, si on veut le dire comme ça. Le féminisme individualiste ou le féminisme du choix. Disons qu'aux États-Unis, ça s'appelle le girl power. C'est un féminisme qui est très, très américain. Je ne sais pas s'il s'est rendu beaucoup en France, mais ça reflète beaucoup l'idéologie néolibérale du qui veut peut. Mes choix, quels qu'ils soient mes choix, à condition que ce soit mes choix, les féministes m'ont donné le droit de faire des choix. Et pour ma part, je trouve que ça repose beaucoup sur le principe de l'égalité des genres-là. Et c'est naturellement ça, l'opposition vraiment à un féministe pensé comme victimaire. Le féministe radical était pensé comme un féministe d'opposition, jugé dépassé. Et c'est un féministe qui ne parle pas en rapport de pouvoir et qui évacue toute idée de subversion ou d'un questionnement. Et dans le fond, c'est un féministe qui, à mon avis, pose problème sur 2 points. C'est qu'il envisage le corps des femmes comme un outil de pouvoir. L'empowerment passe par le corps des femmes, mais aussi l'autre problème que ça pose, c'est que ça élimine tout à fait le problème des classes sociales, ça élimine tout à fait le problème des disparités ethniques, ça élimine les problèmes particuliers rencontrés par les femmes racisées, etc., puisque dans le fond, c'est un féministe qui est pensé en fonction des jeunes femmes qui ont réussi grâce au féminisme, qui veut peu, alors je m'exprime. Il y a concurremment à ça, naturellement, je ne me perdrai pas là-dessus, un féminisme postmoderne qui est très, très, très présent au Québec. C'est du féminisme des transidentités en passant par des théories queer. C'est un féministe, si vous voulez, qui rejette toujours le caractère victimaire du radicalisme et rejette aussi, non sans raison, l'idée d'un patriarcat universel qui, plutôt que de parler d'hétérosexualité à l'intérieur d'un système patriarcal, va parler d'hétéronormativité, donc qui va être plus près des cultural studies et de la philosophie, c'est-à-dire que l'oppression à ce moment-là découle d'un système culturel binaire rigide. Et donc, c'est un féministe qui postule, vous le savez toutes, la fluidité des genres en opposition à la dichotomie sexuelle. C'est un féministe qui trouve qu'il y a un brouillement, qui prône le brouillement des identités comme un geste subversif. Et c'est un féministe qui introduit aussi une distinction entre les genres et le genre tel qu'il était conçu par le féminisme radical. En fait, c'est un féministe qui mérite qu'on s'y attarde énormément et qu'on l'étudie beaucoup. On pourrait faire ensemble une petite lecture de Judith Butler à cet effet. Mais disons que pour le moment, je vais arriver à cet autre féministe que je vais qualifier de féminisme solidaire, qui est une féministe qui traduit la période que l'on traverse aujourd'hui, c'est-à-dire qui est période, chez nous au Québec en tout cas, qui est traversée par de multiples interpellations à l'intérieur comme à l'extérieur. Et donc, qui est interpellée par les propositions post-structuralistes, par les propositions queer, par les propositions post-coloniales, afro-américaines, transidentitaires, etc., etc., je pourrais dire décoloniales. Et donc c'est dans le fond,
c'est une période où, ça je pourrais dire en rupture avec l'idéologie qui avait été construite à travers le féminisme radical, soit qu'on arriverait nous aussi à travers une révolution féministe au grand soir, ben, c'est vraiment l'abandon, si vous voulez, l'abandon de l'idée de l'unanimité possible autour d'un grand récit féministe ou d'une théorie générale de la libération. C'est aussi, si vous voulez, une diversification des influences et une cohabitation des thématiques, des perspectives, des méthodologies, des enjeux analytiques. C'est une période très, très foisonnante. La multiplication des lieux de production, on voit beaucoup de travail émerger, par exemple, des groupes syndicaux, des groupes à l'intérieur des instances étatiques et aussi à l'intérieur objet de la fragmentation dont je vous parlais par ailleurs, on le voit maintenant apparaître dans toutes les inscriptions disciplinaires différentes. Et donc, dans une certaine mesure, je pense que ce qu'on peut dire de cette période-là, c'est que les conceptions de l'égalité pour le moins et de la libération se multiplient et se complexifient. En tout cas, je n'aurai pas le temps d'en parler très longuement, mais disons que sous le féminisme solidaire, alors là, il faudrait distinguer aussi chacun d'entre eux. On peut parler d'un féminisme global, d'un féminisme sud-américain, d'un féminisme des Suds, d'un féminisme postcolonial, décolonial, d'un féminisme matérialiste, d'un féminisme intersectionnel. Et il faudrait ajouter l'écoféminisme et l'anarcha-féminisme que je n'arrive pas tout à fait, pour ma part, selon mon analyse, à se situer dans ce féminisme solidaire, mais en tout cas, il s'y greffe d'assez près, je pense. Et qu'est-ce que c'est pour moi, le féminisme solidaire? Ben, c'est le féminisme dans lequel je m'inscris actuellement et je pense que l'ensemble des groupes de femmes au Québec s'inscrit. C'est le refus d'une vision dominante ou univoque du féminisme. C'est la présence accentuée des critiques internes et externes. Et donc, c'est une remise en question du potentiel conceptuel et transformateur d'approche des peintres comme blanche et occidentale. C'est aussi, si vous voulez, un féminisme qui veut et doit accorder plus d'importance aux disparités, aux clivages que nous l'avions fait précédemment. On les nommait, on les voyait, on les identifiait, mais quand il s'agissait d'opérationnaliser, très souvent, ces mêmes clivages-là étaient ignorés ou mis de côté. Et donc, c'est un féministe qui se doit de tenir compte des disparités, des clivages. Et dans le fond, c'est un féministe qui reconnaît que les femmes n'ont pas toutes les conditions équivalentes et elles ne prennent pas tous avantage des avancées des luttes féministes. Donc, c'est un féministe qui, c'est pour ça que je l'ai appelé solidaire, c'est un féministe aussi qui, à la suite des études postcoloniales, va prendre en considération le fait que le discours des subalternes a été inaudible, a été invisibilisé. Donc, on va vraiment ici travailler sur ce que j'appelle l'injustice épistémique, si vous voulez. C'est pas moi qui l'ai nommé comme ça, mais vous savez tous à quoi je réfère. Donc, c'est un féministe qui se voit retravailler par un questionnement sur la pertinence d'une lutte sociopolitique comme d'un discours théorique mené d'une seule bannière d'un nous-femmes. Cette question au Québec du nous-femmes est très, très présente. Est-ce qu'on peut parler d'un nous-femmes? On n'irait pas jusqu'à poser la question de Christopher, est-ce que la femme existe? Mais il y a évidemment ici un questionnement sur ce nous-femme qui est jugé fictif, qui présuppose une homogénéité des groupes, qui impose une norme de féminité universelle homogène et qui présume, si vous voulez, d'une oppression surdéterminante. Et ça devient très, très important dans le parcours, en fait, du féminisme actuel. Pourquoi? Parce qu'au Québec, les critiques qui vont être adressées au mouvement des femmes, comme blanc et homogène, ils vont être éminemment pas bien reçus, mais ils vont être reçus par la branche académique du mouvement des femmes. Et pourquoi? Parce que le féminisme tel que développé jusqu'à maintenant va être fortement interpellé par les revendications des groupes de femmes autochtones, racisées, immigrantes, en situation de précarité par les groupes LGBTQA2. Pourquoi? Parce que dans le fond, hein, c'est encore toujours la même logique. Si toutes les femmes sont opprimées, elles ne sont pas toutes opprimées de la même façon. Et donc, dans ce sens-là, c'est évident que les situations des femmes et de leurs besoins se déclinent au pluriel. Et en fait, on peut se rappeler cette phrase « Aucune femme n'est qu'une femme ».
Et d'une certaine mesure, il faut bien voir que la contestation, au Québec, c'est surtout la contestation des féministes afro-américaines, mais aussi, faut-il le dire, des femmes issues des groupes minorisés ou marginalisés chez nous, qui sont fortement regroupées, qui sont fortement organisées, mais qui, à quelques reprises et assez souvent, nous ont dit qu'elles ne se reconnaissaient pas nécessairement dans l'analyse féministe qu'on leur offrait. Alors donc, de cette manière-là, je dirais que le féminisme, en ce moment, est dans un contexte où il tente de se redéfinir. Et cette question-là entraîne des questions sérieuses sur la finalité du féminisme. Quel est le sujet du féminisme? Et comment, si vous voulez, comment concevoir le féminisme? Comment interpréter la multiplication des interprétations de l'objet des études féministes et de leur finalité? Et dans une certaine mesure, comment entrevoir l'élargissement du vocabulaire conceptuel en des termes de genre et de rapports sociaux? Donc, il est évident qu'actuellement, si je regarde la littérature qui, chez nous, circule, je parle bien de la littérature qui, chez nous, circule, ben, il va y avoir un élargissement du vocabulaire en termes de genre, d'identité sexuelle, d'hétéronormativité. Et là-dessus, je mettrais Scott Butler, Lynn Chamberlain, Nengi Mensah, Laurie Saint-Martin et autres. Il y a une littérature qui va parler en termes de coextensivité, coproduction, consubstantialité des rapports sociaux, qui va nous ramener à Kergoat, Juteau, Falquet, Dagenet, Descaries, Galleran. Et il y a une littérature qui va nous amener en termes d'intersectionnalité, Crenshaw, Béguet et le Marchand. Et il y a une autre littérature qui va nous amener sur une autre conception, qui est celle de la conscience dédoublée ou multiple, d'imbrication de matrice des oppressions, Hooks, Mointy, Hill, Maillet, Diane-Brun. Je vous dirais que pour le moment, pour ma part, je pense qu'on va arriver à quelque chose qui va être coextensivité, intersectionnalité et conscience dédoublée. Peut-être qu'on adoptera la notion de matrice des oppressions finalement, mais dans une certaine mesure, c'est évident que pour le moment, il y a cette volonté de montrer comment se jouent les rapports de pouvoir, les rapports de sexe en particulier, mais plus jamais de façon autonome et plus jamais sans prendre en considération les lieux, les situations dans lesquelles ils se dégagent. Donc, pour arriver assez rapidement, finalement, à la fin de cet exposé, je dirais que ce féminisme solidaire s'inscrit, et ça j'y tiens, ça s'inscrit dans une logique de continuité et non dans une dimension de rupture avec la dimension sociopolitique du féminisme qui traverse finalement le féminisme depuis les années 60. Ça se situe, je crois, dans le prolongement des luttes égalitaristes et radicales. Je pense que ça retient la catégorie femme comme une perspective d'action, mais avec une plus grande ouverture sur la pluralité des expériences des femmes et les questionnements identitaires. Et ça s'ouvre sur, bon, moi, on peut opter pour le terme que l'on veut, mais ça s'ouvre à la consubstantialité ou à l'intersectionnalité des systèmes de division et de hiérarchie. Et dans le fond, ça répète ce que j'ai dit déjà, je pense, à 2 ou 3 reprises. Les femmes ne sont pas toutes opprimées dans les mêmes termes et les hommes ne bénéficient pas tous du patriarcat dans les mêmes proportions. Mais dans une certaine mesure, je dirais que dans cet ensemble, ce féminisme solidaire pense à l'autonomie et en même temps à la coproduction des rapports sociaux comme voie de compréhension de la situation des femmes dans la société actuelle. Et peut-être avant de conclure sur les défis que pose justement cette représentation de l'intersection de l'autonomie et de l'intersection des différents rapports sociaux, je vous dirais que je vois poindre à l'horizon aussi un féminisme qu'on commence à appeler 2.0, c'est-à-dire qu'un féminisme qui est centré sur le corps, la violence, la sexualité, l'individualité de l'individu, mais qui n'est pas un féminisme de la différenciation, qui est bien un féminisme de la prise de conscience, si vous voulez,
du rapport, de la tension, des rapports de pouvoir existants, mais à partir d'une perspective qui est un peu différente. Quel sera son vocabulaire, quelles seront ses suites? Je pense que c'est vraiment avec MeToo, on voit vraiment poindre possiblement la possibilité de penser en termes d'une 5e phase. Pour ma part, ce que j'y vois pour le moment, c'est une démocratisation du féminisme. Le féminisme fait parler, il fait partie du débat sociétal et malheureusement aussi, c'est pour ça que je ne sais pas où on s'en va, il fait vendre. Et donc, c'est un féminisme qui est accessible, qui est partout grâce aux nouvelles technologies. La parole féministe n'a jamais rejoint autant de personnes que depuis MeToo, dans une certaine mesure, mais effectivement, ce féminisme-là a réintroduit de façon spectaculaire la violence au cœur des revendications et a aussi dénoncé l'utilisation mercantile du corps des femmes, mais dans la suite de certains vedettariats ou autres, s'identifier féministe est devenu tendance. Alors, je ne sais pas où, je ne suis pas encore capable de dire où ça va se diriger. Je pense qu'il va falloir encore une fois faire un tableau qui va décupler les tendances à l'intérieur de ce féminisme 2.0. Mais dans une certaine mesure, je dirais que pour le moment, ce féminisme-là se dirige un peu dans tous les sens, mais je suis assez optimiste par rapport à ce que ça va nous apporter. Ce tableau, je ne le commenterai pas, mais je vous dirais que dans mon travail pour identifier ces courants de pensée-là, quand j'enseigne, je trouve tellement important que les étudiants soient conscients des termes, des mots qu'ils utilisent pour parler des choses. Et c'est pour ça que j'avais fait ce tableau pour essayer d'expliquer, en fait, quand on parle de telle ou telle chose, de quoi on parle plus exactement. Et donc, c'est pas nécessairement pour vous. Alors, dans le fond, quels sont les enjeux? Parce que c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus. Et je pense que les enjeux sont pour la France aussi. Je pense que je suis très inquiète là-dessus. Comment se dégager du caractère naturalisant et homogénéisant, reproché aux femmes pour appréhender la diversité des expériences des femmes et leur reconfiguration? Comment penser les tensions et les clivages entre les femmes? C'est très difficile de s'imaginer dans un rapport de pouvoir entre femmes, mais pour travailler avec des groupes de femmes, de groupes minorisés notamment, elles sentent vraiment ce rapport de pouvoir et il est là. Hein? Alors, comment développer l'analyse de l'imbrication de la co-construction des rapports de pouvoir? Et dans le fond, comment miser sur la collaboration, la solidarité, le ralliement entre femmes plutôt que le consensus pour préserver les acquis, alimenter un mouvement social axé sur la transformation des rapports de sexe et la justice sociale. Mais en fait, comment se rallier autour d'objets de lutte? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de miser sur la collaboration pour préserver les acquis, etc.? Et dans le fond, et surtout, est-ce possible de maintenir le caractère subversif et stratégique de nous, les femmes, tout en faisant face à une vision plus complexe et actualisée des expériences plurielles des femmes? Est-ce possible de le faire sans dépolitiser, secondariser la lutte spécifique des femmes pour l'égalité? Est-ce que c'est possible sans naturaliser la condition différente ou mettre au centre les expériences individuelles? Est-ce possible de penser, de garder un caractère subversif sans créer une fausse idée d'homogénéité au sein des différentes catégories de femmes? Et aussi, faut-il le dire, sans succomber au relativisme culturel tout en se faisant place aux conjonctures et à l'historicité. Pour moi, est-ce possible de garder une vision féministe solidaire sans secondariser, voire abandonner la critique du patriarcat? Et dans une certaine mesure, les enjeux pour moi, donc, c'est de riposter actuellement au discours antiféministe, fondamentaliste et néolibéral. C'est d'essayer de concevoir un féminisme militant en mesure d'accueillir toutes les femmes. Mais c'est aussi
d'arriver à faire surmonter cette illusion, puisque Cindy Delphi en a parlé si bien, surmonter l'illusion de l'égalité déjà là. Chez les jeunes femmes, pour le féminisme québécois, c'est un peu ce à quoi on se bute, effectivement, cette illusion de l'égalité déjà là, sans penser finalement à tous ces rapports sociaux qui marquent la pratique quotidienne de tant de femmes. Et est-ce qu'il y a quelque chose de non négociable dans le féminisme? Et enfin, est-ce qu'on peut affirmer haut et fort que le féminisme n'est pas allé trop loin, qu'il n'est pas une guerre de sexe et que le Québec n'est pas un matriarcat, comme on l'entend dire très souvent? Alors, je vais finir avec une image parce que je la trouve très jolie. Alors, j'ai fait ce collage de la même image, mais présentée à différentes périodes du féminisme et qui montre, je pense, une certaine évolution de la façon dont, à partir de la première guerrière, qui était d'ailleurs une usine, c'était une revendication syndicale dans une usine, hein, ça n'avait rien à voir avec le féminisme, mais à toutes ces représentations où on en vient à penser qu'il y a changement et possibilité de changement. Je vous remercie de votre attention. Alors, j'en profite pour remercier à nouveau l'Université de Chicago à Paris et saluer les présenteux, essentiellement les présenteux, remercier et saluer, mais je ne la vois plus, Marie Saakian, et dire que nous avons le plaisir notamment d'avoir parmi nous en distanciel Daniel Cargoat, que je salue également. Voilà, donc on a une dizaine de spectatrices, je crois que c'est surtout des spectatrices, mais voilà, on est très heureux qu'elle soit là. Bah oui, elle t'entend la saluer. Voilà, donc merci beaucoup pour cette présentation très, très ambitieuse. Il y aurait plein de choses à dire, mais je pense que c'est la public qui va vouloir peut-être réagir, qu'elle soit virtuelle ou présentielle. Oui. Moi, je me demandais s'il y avait des liens entre les mouvements indépendantistes au Québec et les mouvements pour l'indépendance du Québec, les mouvements féministes, et de quelle nature, est-ce que c'était rencontré et sur quel point? En fait, c'est très intéressant comme question parce que je vous dirais que au moment où le projet souverainiste indépendantiste est né au Québec, effectivement, il y avait de grands rapprochements qui étaient faits entre les féministes et les femmes et le mouvement. La Fédération des femmes du Québec, par exemple, avait pris position en faveur de l'indépendance. En 1978, j'ai moi-même participé à une commission qui s'appelait Égalité et indépendance. Donc, c'était une commission qui avait été justement mise en place par le Parti québécois pour essayer de voir un peu le pendant de la commission Byrd, si vous voulez, pour essayer de voir quelle était la situation des femmes au Québec et comment le Parti québécois pouvait, si vous voulez, mettre en place une plateforme féministe à cet effet. Alors, le mouvement indépendantiste au Québec, en ce moment, disons qu'il est dans une période un peu de latence et donc, je ne vous dirais pas qu'il y a une dynamique constante, mais si on pense par exemple que Québec solidaire se définit comme un parti indépendantiste et féministe, bien, on peut penser qu'il y a une relation, mais ce n'est pas pour le moment quelque chose de très actualisé. Mais ça a été très fort. Et moi, je faisais partie d'un groupe d'intellectuels femmes pour le féminisme. On a encore fait des rencontres il y a 2-3 ans, mais disons que en ce moment, le projet d'indépendance, vous avez, aux dernières élections, reçu 15% des votes. Alors, c'est avant-hier, là. Alors, c'est pas un projet qui a une grande audience pour le moment. Mais je dirais que, effectivement, les femmes ont été très fortement présentes dans le mouvement indépendantiste. Peut-être moi, je voudrais savoir si tu peux nous parler un petit peu aussi des femmes et des féministes autochtones, parce qu'il me semble que c'est quand même une composante très, très importante. Oui, c'est très important et c'est probablement en ce moment un des groupes les plus dynamiques au niveau de
la prise de position politique et je ne dirais pas la prise de conscience parce que ça fait longtemps que la prise de conscience, elle est faite. La Fédération des femmes autochtones du Québec est un organisme très, très dynamique qui se définit comme féministe, mais qui, d'une certaine manière, vogue par lui-même. Et donc, les relations sont constantes, par ailleurs, avec le groupe des femmes, notamment le réseau que je dirige, la présidente de Femmes du Québec, autochtones du Québec, fait partie du réseau. Alors, il y a vraiment une interrelation, mais cette interrelation-là se vit dans le respect. Et c'est une interrelation où, effectivement, depuis une dizaine d'années, je te dirais, les féministes sont devenues vraiment conscientes que nous devions travailler de façon en parallèle et ensemble, mais dans une relation égalitaire et en suivant les besoins des groupes autochtones. Mais il y a un dynamisme actuel très, très fort. Et vous savez qu'il y a maintenant des études autochtones dans les universités. Alors, il y a vraiment une éclosion de mouvements, une éclosion de pratiques qui nous permettent de tisser des liens beaucoup plus serrés que la situation que dans les années précédentes. Les femmes autochtones revendiquent de se penser elles-mêmes. Et je pense que c'est un peu les mêmes situations un peu partout dans le monde pour les groupes qui ont été minorisés, marginalisés, qui ont été ignorés. Mais je dirais qu'elles font un travail exceptionnel et elles sont présentes à toutes les manifestations féministes, mais à partir de leur propre posture et à partir de leur propre position. Moi, j'ai une question sur le groupe de femmes, plutôt sur la période des années 90. Est-ce qu'il y a des études qui documentent un peu les parcours des femmes qui animent de femmes, les parcours professionnels, militants, qui peuvent aussi expliquer la manière dont ces groupes se constituent et se constituent en réseau? Est-ce qu'ils s'appuient par exemple sur des logiques syndicales, sur des logiques partisanes, plutôt des logiques de quartier? En fait, les groupes de femmes, comme je vous dis, ont émergé dans les années 80 sur des bases volontaires, mais très vite ont été des lieux aussi d'emploi pour les femmes. Mais ces groupes de femmes, si vous voulez, étaient vraiment formés par une base militante. Comme ces groupes de femmes-là, notamment, ont reçu des subventions, l'appui du gouvernement, sont devenus absolument nécessaires au fonctionnement de la société québécoise aussi, il y a ce qu'on pourrait appeler il y a eu une professionnalisation au sein des groupes de femmes. Et je vous dirais que à une certaine période, je dirais autour des années 2000, d'ailleurs, il y avait probablement cette période-là, comment je dirais, il y avait des défis à relever entre cette première génération de militantes et cette génération de militantes, mais professionnelles. Ce qu'on s'est aperçu, entre autres, c'est qu'il y a plusieurs jeunes femmes qui sont rentrées dans ces groupes-là et qui sont devenues féministes une fois dans le groupe et non pas qui sont arrivées au groupe parce que féministes. Alors que dans la période antérieure, je veux dire, c'était vraiment des militantes qui étaient dans ces groupes-là et qui, pour la plupart, ont fait émerger leur association de façon bénévole. Mais maintenant, il y a une véritable, si vous voulez, je dirais, professionnalisation dans nos groupes de femmes et je dirais que c'est quand même assez heureux aussi parce qu'elles apportent le savoir, elles apportent une certaine expertise qui est nécessaire pour rencontrer les besoins. Mais les groupes de femmes sont réunis pour la grande majorité à travers des fédérations ou à travers des regroupements. Entre autres, il y a le groupe, je pense, des 16 ou des 20, qui sont les plus grandes, parmi les plus grandes associations de femmes au Québec, qui sont même logées toutes dans le même édifice qui est Relais et qui, la Maison Parent-Robac,
et d'une certaine mesure, il y a certainement de grandes distances idéologiques, politiques entre les groupes de femmes, mais je vous dirais que je ne connais pas, pour ma part, de zone de conflit ou je n'ai pas une connaissance non plus omniscience là, de la situation, mais par expérience, je vois que les groupes de femmes, quelquefois traversent des difficultés, d'autres fois vont se diviser entre deux groupes. Je pense par exemple à la situation, aux nombreux groupes de femmes qui s'occupent des femmes victimes de violences conjugales, où par exemple, à un moment donné, les groupes se sont divisés parce que certains voulaient accepter des enfants, d'autres ne voulaient pas accepter des enfants ou des choses comme ça. Alors, ils se sont fait, mais allez voir fonctionner aujourd'hui, ils fonctionnent pas mal main dans la main aussi, mais ça peut arriver, mais c'est très fort, les groupes de femmes, ils sont très organisés et on a aussi, si vous voulez, à partir de ma perspective personnelle, là, parce que je suis sûre qu'il y a d'autres magnifiques groupes de femmes, mais chez nous, à l'UQAM, on a quelque chose qui s'appelle le protocole UQAM Relais Femmes. Et donc, c'est un protocole qui existe depuis maintenant 40 ans et qui se charge de faire le lien entre les groupes de femmes et les universitaires, de sorte que les groupes de femmes qui veulent avoir qui ont besoin d'une recherche, qui ont besoin d'un support universitaire pour mener à bien une entreprise quelconque, sont jumelés avec des professeurs de nos universités. Et Relais Femmes est un organisme, si vous voulez, qui fait la médiation un peu partout à travers la province, justement, entre le savoir et la pratique. Et c'est vraiment leur fonction principale. Alors, est-ce qu'il y a des groupes carrément associés auprès d'associations politiques? Je vous dirais que sans aucun doute, quoique je ne les ai pas fréquentés, mais autrefois, il y avait l'Association des femmes libérales, l'Association des femmes conservatrices, mais c'était à une autre époque. Ce genre de truc-là n'existe plus au Québec, si vous voulez. Ce qui existe, c'est énormément de groupes de femmes, je ne les ai pas recensés dernièrement, mais des groupes de femmes qui s'organisent de façon autonome, mais qui pour plusieurs sont réunis autour d'associations, de fédérations, de regroupements. Mais ils sont les tables de concertation, entre autres, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Il y a peut-être que des groupes de femmes affiliés, parce que je pense qu'il faut leur rendre hommage aussi. Il y a tous les comités femmes à l'intérieur des syndicats au Québec, que je considère comme partie des groupes de femmes parce qu'ils ont été très actifs, entre autres, depuis l'organisation de la Marche mondiale des femmes à toutes sortes d'autres activités, mais qui sont très forts dans les différents syndicats, que ce soit auprès de la CSN, la FTQ, la CEQ, les comités femmes des syndicats. Si vous parlez d'affiliation, là, ce serait ceux que je vois le plus intimement affiliés à des organisations autres. Pardon, du coup, je voulais te poser une question sur la Marche mondiale des femmes, puisqu'elle est partie du Québec dans les années 90, en 95, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, le Québec a passé le relais au Brésil. Le Brésil a passé le relais, je crois, au Mozambique, si je ne dis pas de bêtises, qui normalement devait d'ailleurs avoir une grande réunion internationale, là, tout récemment, plutôt colloque, la Women's World International. Je n'ai pas suivi, ça avait eu lieu, mais du coup, après avoir passé le relais, comment ça a continué au Québec, la question de l'appui à la marche des femmes? Est-ce que le Québec a continué, les Québécoises ont continué à s'intéresser je ne sais pas si tout le monde a bien conscience de ce qu'est la marche des femmes, mais ça a été quand même un projet, une fédération transnationale se déclarant officiellement féministe, la plus importante, même si après il y a des critiques sur les rapports Nord-Sud, etc. Une question de racisme, de classisme, tout ce qu'on veut, mais quand même, ça a été quelque chose de très, très important. Mais la Marche mondiale des femmes est restée active comme organisme au Québec et dans une certaine mesure, à tous les 5 ans, surtout parce que je ne suis pas nécessairement très près de l'organisme, mais à tous les 5 ans, il y a une grande manifestation publique qui se déroule, la dernière est en 20. Non, elle a été... Je ne sais pas là, si la pandémie a permis la manifestation, mais à chaque fois, avec les syndicats notamment, qui ont beaucoup soutenu la Marche mondiale des femmes, il y a une plateforme qui est présentée et qui est défendue et présentée publiquement. Mais je ne pourrais pas te donner
plus d'informations que de dire que la Marche mondiale des femmes Québec existe encore et qu'à tous les 5 ans, elle organise une manifestation publique, mais surtout une manifestation où est présentée et actualisée une plateforme politique. Et la FFQ, la Fédération des femmes du Québec, elle continue à porter ou elle n'existe plus Ben, la FFQ a connu quelques difficultés au cours des dernières années, notamment au niveau de son financement. Elle survit, mais vous savez, une association, ça connaît des hauts et des bas. Et je suis certaine qu'elle reprendra dynamisme, mais c'est une fédération qui regroupe encore les groupes de femmes et des membres individuels, mais qui en ce moment peut-être est dans une période un peu moins proactive qu'à un autre moment. Juste parce que c'est la FFQ qui avait lancé le projet de la Marche mondiale. Oui, c'était vraiment... Mais elle porte encore le projet de la Marche mondiale de l'an 2000. Et c'est elle qui, avec les syndicats, organise à tous les 5 ans cette manifestation publique dont je te parlais. Moi, j'en ai plein. J'avais juste peut-être... Je me demandais si au Québec, il y avait eu les mouvements de grève des femmes, grève féministes. Il y a eu dans plusieurs pays l'organisation, notamment autour du 8 mars, d'un mouvement de grève des femmes. Je ne sais pas si... Le 8 mars, c'est très, très, très fortement célébré au Québec, surtout à l'initiative, encore une fois, des comités femmes des syndicats et de la FFQ et du Conseil du statut de la femme. Mais je n'ai pas connaissance d'un mouvement global de grève de femmes. Il y a toujours, si tu veux, des manifestations de femmes, mais pas dans le sens d'une grève de femmes. Non, je ne crois pas. Mais je peux me tromper. Et au niveau de l'extrême droite, vous avez affaire avec l'entrée de l'extrême droite dans les parlements? Mais en fait, dans le mouvement féministe, l'extrême droite, elle nous réveille. Hein? Elle nous réveille une fois tous les 2-3 ans, lorsque, effectivement, le gouvernement conservateur fédéral, parce que on a 2 niveaux de gouvernement au Québec, un gouvernement provincial et un gouvernement fédéral, et au gouvernement fédéral, il y a quand même un mouvement qui s'appelle le Parti conservateur, qui, effectivement, comporte des éléments d'extrême droite, si vous voulez. Et donc, à tous les années ou à tous les 2 ans, tous les 3 ans, il se trouve toujours un député conservateur de quelconque circonscription quelque part pour essayer de bloquer finalement d'une manière ou d'une autre l'accès universel à l'avortement. C'est vraiment à travers ce mouvement-là qu'on peut dire qu'il y a une extrême droite qui se manifeste chez nous. Elle n'a jamais eu de succès, mais quelquefois, ils emploient quand même des moyens qui peuvent être inquiétants. Par exemple, on a ce député, il y a 2 ou 3 ans, qui a proposé de faire un double meurtre, le meurtre d'une femme enceinte soit considéré au niveau légal comme un double meurtre. OK? Alors, comme ça, si tu ne fais pas attention, tu dis, ouais. Mais donc, s'il y avait double meurtre, ça venait dire que le fœtus était un être humain. Et donc, on revenait en arrière sur toute cette question et on pouvait revenir en chambre, si tu veux, cette question qui est toujours au cœur des oppositions des conservateurs. Alors, mais le mouvement, actuellement au Québec, on a pour la première fois aux élections québécoises depuis une vingtaine d'années eu un gouvernement conservateur, mais c'était vraiment au niveau d'un slogan, là, liberté, liberté. Ça naissait même si vous voulez, des groupes anti-vaccination au Québec qui ont été très, très forts pendant la crise et pendant la COVID. Et donc, je dirais que il n'y a pas d'extrême droite qui se manifeste de façon formelle, mais il faut demeurer attentif, si tu veux, à des propositions qui, à un moment donné,
par exemple, comme au niveau de la garde partagée, comme au niveau de l'aliénation parentale et tout ça, qui vont être amenés par certains députés ou certains représentants publics qui peuvent mettre en danger certains acquis des femmes. Donc, là-dessus, par contre, au Québec, on est quand même assez chanceux parce qu'on a ce qui s'appelle le Conseil du statut de la femme, et qui est un organisme de consultation auprès du gouvernement. Et l'une de leurs premières fonctions est d'étudier chacune des nouveaux projets de loi et autres du point de vue des femmes et des impacts que ces lois-là peuvent avoir sur les femmes. Alors, on se sent en tout cas appuyé comme mouvement féministe par ce conseil qui a l'expertise nécessaire pour faire ce genre de vérification-là. On a une question sur le chat. C'est une question de Anna Aslet qui dit « Bonjour et merci pour votre présentation. Est-ce qu'on pourrait considérer qu'au Québec, comme en France peut-être, se développe un courant féministe davantage tourné vers la transmission des savoirs, par le développement d'archives par exemple, et la conservation des droits acquis ?» Et elle nous remercie. Ah, mais vous voyez tout. Ah non, vous voyez pas. Non. Voilà. En fait, depuis les années 70-80, on a beaucoup tenté au Québec de réintroduire les femmes dans l'histoire, et ça passait nécessairement aussi, si vous voulez, par certaines démarches archivistiques et autres. Je ne vous dirais pas par ailleurs que c'est un enjeu d'identifier comme tel. Ce qui est certain, c'est qu'il y a encore au Québec un mouvement de femmes très, très, très actif et qui se débat avec ces différents enjeux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais qui, par ailleurs, travaille encore à assurer un meilleur avenir pour les femmes. Et je pense que, comme partout ailleurs, on ne peut pas prendre comme acquis les avancées que nous avons faites, parce qu'il y aura toujours des crises économiques, des mouvements conservateurs, des mouvements populistes qui vont considérer que ces avancées-là nuisent à certains membres de la population. Mais je dirais que suis-je trop optimiste? Je ne sais pas, mais je dirais qu'à partir du Québec, on est outillés pour déceler ces tentatives-là et tenter de les contrer. Je ne dis pas qu'on a toujours des succès. Chez nous comme ailleurs se posent d'immenses questions qui divisent quelquefois les féministes. Je ne vais pas commencer à en parler parce qu'il faudrait avoir 1 heure ou 2 pour en discuter. Mais comme partout ailleurs, il y a des questions qui divisent les féministes, à savoir qu'est-ce qui est la position féministe. En France, je vais prendre la discussion qui a été sur le voile, c'est la même chose chez nous. La discussion qui a été sur la prostitution, c'est la même chose. Et ça, oui, c'est des questions qui divisent les féministes. C'est des questions dont il est difficile de parler entre féministes. Mais peut-être particulièrement au Québec, parce qu'on a la réputation de ne pas aimer les débats. Mais d'une certaine manière, je dirais que c'est des questions qui se posent, mais qu'il y a un activisme féminisme qui est très présent encore. Et cet activisme féministe-là, il est très présent dans les universités aussi, puisque maintenant, presque toutes nos universités ont des départements ou des programmes en études féministes. Alors, je dirais qu'il y a une transmission. Il y a vraiment une préoccupation de transmission. Je ne peux pas vous répondre pour les archives, mais il y a vraiment une volonté de construction d'un nouveau savoir et d'un savoir pensé autrement aussi, et penser de façon à inclure, d'être inclusif et de prendre compte de la diversité.